à tous, ravi de vous retrouver dans votre magazine d'information, l'essentiel qui traite l'actualité du jour. Et ce soir, nous accueillons ici sur le plateau Chermbo, directeur de COSIDEP, coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique. Bonsoir Monsieur Mbo, ravi de vous retrouver. Bonsoir Yacine, bonsoir à vos collègues aussi, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, qui nous écoutent et nous regardent. Et tout en priant pour que justement ce moment d'échange puisse profiter au Sénégal. Très bien. Également sur ce plateau, nous avons Monsieur Abdoulaye Mbow, pour ne pas dire Abdoulaye tout simplement. Non, je réserve à Momar, le Momar tout simplement. Voilà, Momar me dira tout simplement, c'est pas grave que vous me disiez Monsieur Yacine. Bonsoir à Momar Diong, bonsoir à Chermbo. Deux mots sur le plateau. Momar Diong a intérêt à rester à Caro. Bonsoir à nos chers téléspectateurs. Très bien. Également sur ce plateau, Monsieur Momar Diong, bonsoir. Bonsoir Yacine, un mot peut en cacher un autre. Tout à fait. Et heureusement que durant l'émission, Mbo sera caché par l'autre Mbo. Hein? On espère en tout cas. Alors pour rappeler qu'aujourd'hui l'essentiel a pour thème éducation, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle Monsieur Chermbo est ici sur ce plateau, formule inédite pour les classes intermédiaires, nivellement par le bas, c'est la question que l'on se pose. Alors, Monsieur Mbo, le gouvernement du Sénégal, de même que les partenaires sociaux, ont tous milité pour une année valide. Est-ce que les options prises à ce jour sont pertinentes selon vous? Oui, je voudrais, Yacine, pour démarrer cette interview ou cet échange, rappeler que nous sommes dans une année particulière. Il faudrait qu'on se rappelle de ça. Donc une année anormale, dans le premier sens du terme, qui n'est pas normal. Et par conséquent, il ne faudrait peut-être pas qu'on agisse de la même façon. Il faudrait qu'on puisse changer de paradigme, changer aussi de façon de penser, et changer totalement de perspective. C'est une année où on a été perturbé par un petit virus, le Covid, qui nous a dit que votre agenda, en termes de programmation, en termes de calendrier des examens, tout cela devrait être bouleversé. Mais c'est un Covid aussi qui, même s'il nous perturbe, nous invite à être plus innovants, plus ingénieux. Parce que devant cette situation, nous devons dans tous les cas continuer à vivre. Et nous devons faire face, mais intelligemment faire face. Nous le savons, c'est une pandémie. Une pandémie, ça veut dire que c'est quelque chose qui touche le monde. Je n'ai pas vu dans le monde un seul pays qui était dans une perspective d'année blanche. Chaque leader, chaque groupe, chaque pays cherchait à trouver une solution, une sortie de crise. Pour valider l'année. Pour valider l'année, mais en tenant compte des réalités locales. Et donc, de ce point de vue, je pense qu'il était important, nous aussi, comme ça se fait dans d'autres secteurs. Vous avez continué à exister, la presse. Bientôt, c'est l'agriculture. Ils vont continuer à exister. Il a fallu évidemment que l'on puisse réfléchir à trouver des stratégies qui nous permettent de ne pas trop vivre les conséquences du Covid. Donc, sous cet angle-là, je pense qu'il était important que l'on soit justement dans ces initiatives plurielles, dans cette réflexion assez plurielle. Maintenant, ce qui est important pour nous, c'est que le gouvernement devrait accorder une attention particulière au processus, plus les processus que les résultats. Le processus en termes de concertation inclusive. Quand on est dans une situation nouvelle, on ne peut pas avoir des réponses classiques. Donc il faut diversifier les réflexions, diversifier les sources. Et donc la concertation, le dialogue, l'ouverture, l'humilité dans les réponses, c'est ça qui nous permet ensemble d'être solidaires et de trouver la solution à la situation qui est là. Aujourd'hui, nous avons constaté qu'après plusieurs tentatives, les 551 000 élèves candidats ont pu rejoindre les classes le 25 juin. Mais nous devons évidemment rappeler qu'une chose est de rejoindre les classes, mais autre chose est de terminer le processus. Donc il nous faut accorder une attention particulière sur tous les dispositifs d'accompagnement de ces candidats. Nous le savons, nous sommes dans une période d'hivernage. Notre école, l'état scolaire, n'est pas suffisamment préparé à fonctionner dans cette période. Donc comment faire pour que... Comme chaque année d'ailleurs. Comme chaque année d'ailleurs. Donc ça pour nous c'est un élément qui est essentiel. Je disais à des amis que la presse, comme nous autres acteurs, nous avions été alertes le 25 juin pour voir est-ce que le protocole sanitaire était suffisamment mis en place. Mais je pense que le plus essentiel ce n'était pas le 25. Mais est-ce qu'on a continué à accompagner la mise à disposition de ce protocole sanitaire en plus de réponse à la donne hivernage qu'on ne peut pas ignorer. Donc pour nous, ça c'est un élément. Mais à côté de ces 551 000 candidats, il y a 3 millions d'élèves
qui eux ne sont pas candidats et qui sont restés 6 mois. 6 mois. En classe d'intermédiaire. Dans les classes intermédiaires. 6 mois sans avoir une réponse sur leur sort. Donc nous pensons que ça c'est une préoccupation sérieuse et nous devons apporter une réponse sérieuse à cette situation-là. Donc voilà ce qui fait évidemment que nous nous sommes dit, nous avons réfléchi en termes donc, de documents de contribution durant tout le processus, parce que le credo de la COSYDEP, c'est de ne jamais démissionner. Nous allons tout le temps essayer, nous allons tout le temps tenter, mais nous ne démissionnerons jamais. Parce que l'éducation, ça va au-delà du régime, ça va au-delà du ministre, ça va au-delà du président de la République. Nous avions existé du temps d'autres régimes, nous continuons à exister. Je rappelle souvent que nous avons connu 6-7 ministres. Aucun d'entre eux aujourd'hui ne parle plus d'éducation, chaque fois qu'ils sortent évidemment de ce ministère. Alors que nous avons opté. Nous pensons que le socle du développement sur l'éducation, c'est ça qui fait que nous n'avons pas le droit de démissionner. Et donc nous allons continuer à créer, nous allons continuer à réfléchir, nous allons continuer à poster justement le flux de notre réflexion et en espérant évidemment que celui qui a la responsabilité de décider puisse avoir une écoute attentive, une écoute stéréo, comme dirait le musicien, pour pouvoir entendre toute la diversité de ces voix-là et décider en faveur évidemment de l'amélioration des performances. Alors, M. Mbow, dans ce même sillage, est-ce que le fait de faire passer ces élèves en classe d'intermédiaire, justement en classe supérieure, n'est pas signe de sabotage? Sabotage? Bon, je crois que c'est quand même un mot un peu fort. Bon, d'accord, on va y aller modérément. Moi, je voudrais, si vous le permettez, Yassine. Allez-y, je vous en prie. Et commencer par dire ce que mon ami et frère Momar a rappelé, qui peut ressembler à des paradoxes ou des contradictions dans le processus de reprise. Vous avez suivi, il avait été dit que la reprise serait progressive. Aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a une reprise pour les classes d'examen le 25, et c'est tout le monde qui viendrait en novembre. Ça, ce n'est pas progressif. Nous nous attendions, comme tout dispositif progressif, que ce soit fait en escalier. Donc après les classes d'examen, qu'il y ait un moment où les enfants qui sont dans des classes intermédiaires viendraient pour qu'on puisse les remettre à niveau, les consolider pendant 1 mois et demi ou 2 mois au moins, avant évidemment que le grand groupe puisse rejoindre. Ça, si on s'en limite simplement à ce principe de reprise progressive, cela pose problème. L'autre élément, c'est que nous avons tout le temps dit, dans l'argumentaire qui soutenait qu'il fallait impérativement que les classes reprennent, nous avions dit qu'on avait préféré avoir les enfants dans l'école plutôt que dans la rue. Aujourd'hui, vous avez 551 000 à l'école, mais vous en avez 3 millions qui sont dans la rue. Tout à fait. Donc, sur ce plan, en termes de cohérence par rapport à ce que nous prenons, il est important qu'on puisse. Nous sommes un pays qui prône la décentralisation et la déconcentration. Ça veut dire que les académies doivent avoir du sens, ce qu'on appelle l'académisation. Comment faire pour que le pouvoir, les décisions, ça prenne au niveau local, qu'il y ait plus de pouvoir avec les autorités locales. Comme il l'a dit, la réalité de Ziguinchor est différente de celle de Kédougou ou de Dakar. Donc sous cet angle-là, je pense que notre pays doit encore faire des efforts pour que l'académisation puisse être une réalité. Voilà ce qui amène à ce que nous avions mis sur la table 3 formules. Nous avons mis sur la table récemment 3 formules par rapport aux modalités de passage des élèves des classes intermédiaires. Je vais revenir sur vous. Première formule, nous avons dit c'est possible que tous les élèves passent. Il y a des gens qui le théorisent. Mais cela peut être une solution facile, simple, mais avec la limite de faire évidemment en sorte que, en tout cas de semer, d'apporter des discrédits sur la qualité de notre système éducatif quand tout le monde devra passer. Parce que pour chaque formule, nous avons essayé d'analyser l'avantage et l'inconvénient. Deuxième formule, c'est ce qui est en train d'être fait par le ministère, c'est avoir une entrée par la moyenne. Nous pensons que le seuil de la moyenne, si ce seuil de la moyenne est décrété par le niveau central, qui dit 4 pour les élèves élémentaires, 8 pour les élèves du moyen secondaire, cela nous pose problème. Cela nous pose problème par rapport au principe de la déconcentration. Et nous savons aujourd'hui, puisqu'il y a un problème par rapport même à l'évaluation, l'évaluation n'est pas forcément standardisée. Donc aujourd'hui, un 4 dans mon école peut valoir 6 dans votre école. Donc aujourd'hui, nous pensons que même si nous devons avoir une entrée par un seuil de la moyenne, il aurait fallu évidemment qu'on responsabilise davantage les équipes pédagogiques qui apprécieraient le niveau de leurs enfants en tenant compte de données factuelles, mais en tenant compte aussi de leur proximité avec les enfants. On connaît les enfants qui, les premiers semestres, n'évoluent pas comme il le faut, mais plus ils avancent, plus ils ont en tout cas de meilleures notes. Donc de ce point de vue, nous pensons, et ça c'est la formule numéro 3, qu'on pourrait peut-être opter pour une forte responsabilisation des équipes pédagogiques, ça veut dire les enseignants autour de l'enfant,
qui ferait des propositions de passage ou de regroupement et qui seraient validées par les IF, les inspecteurs de l'éducation et de la formation. Alors ça, si cette option était retenue, évidemment que ça valoriserait davantage les enseignants, ça donnerait du sens à la déconcentration et cela aussi aurait permis, dans tous les cas, au ministère, donc le niveau central, de mettre sur la table des paramètres. Les paramètres, c'est que notre pays s'est engagé pour une obligation scolaire de 10 ans. Donc on nous dira, ok, vous avez la possibilité de faire des propositions de passage, mais en tenant compte de ces paramètres. Nous en devons soulever 4. L'obligation scolaire de 10 ans, tenez en compte. L'application des dispositions liées au regroupement et au passage, c'est déjà théorisé. L'âge de l'enfant, il faut en tenir compte. Mais aussi la remise à niveau. C'est-à-dire faire en sorte que ces élèves-là, qui ont quitté l'école depuis 6 mois, donc qui ont désappris, puissent avoir la possibilité d'être remis à compte. Donc ça, pour nous, c'est un élément essentiel. Il l'a dit, nous n'avions pas soutenu la reprise pour le 25 juin. Nous pensions qu'il était plus pertinent de reprendre au mois de septembre-octobre. Simplement parce que nous, la donne hivernage était une donne importante qu'on ne fallait pas ignorer. Évidemment, avec Ablaye, nous n'avons jamais opté pour une année blanche. Mais nous avions dit, puisque nous avions raté les reprises antérieures, en mai, le 2 juin, il était peut-être essentiel qu'on tienne compte d'une nouvelle donne qui était assez importante parce que le réseau scolaire n'était pas suffisamment préparé à fonctionner durant l'hiver. Mais bref, ça c'est du passé. Maintenant, une fois que la mesure a été prise, nous nous sommes dit qu'il fallait avoir une autre posture. Comment faire pour accompagner positivement cette mesure? Faire en sorte qu'il y ait moins de casse possible. Donc ça, pour nous, c'était une option qui était là. Et donc, nous étions en train, évidemment, de réfléchir à ça. Donc, au total, nous considérons évidemment que le Sénégal n'a jamais atteint son quantum horaire. 900 heures au plan international. Nous avons rarement atteint 600 heures. 600 à 700 heures. Le Sénégal a des difficultés par rapport au quantum horaire. Mais malgré cela, nous pensons aujourd'hui que ce qui est essentiel, c'est qu'on puisse nous accorder sur un protocole, cette fois-ci pas sanitaire, mais pédagogique. Le protocole pédagogique devrait nous dire, pour chaque niveau, quel est le seuil minimal? Qu'est-ce que l'enfant est censé ne pas ignorer? Il faut qu'on s'accorde sur ça. Quel est le seuil minimal de compétences à installer? Et qu'on puisse construire justement ce seuil minimal en lien avec le dispositif de remise à niveau. C'est ça qui pourrait nous permettre de considérer que tout le gap pédagogique ne va pas être comblé, évidemment, mais on aura traqué ce seuil minimal. Donc cette distance entre ce que nous voulons atteindre, les compétences à acquérir et leur niveau actuel à partir d'un prétexte, cette distance-là, il faudrait pouvoir combler ça. Et nous dire que les années à venir, ça veut dire la prochaine année, ou l'année qui suit, les 2 autres années à venir, devraient venir en solidarité à cette présente année. En quoi faisant? En veillant à ce que le calendrier des fêtes puisse être révisé l'année prochaine. En veillant aussi à ce qu'il y ait une trêve par rapport donc, à la question enseignante. Et aujourd'hui, pour construire justement cette trêve-là, il faudrait à partir de maintenant que l'on puisse avoir un dispositif qui garantisse une stabilité du système éducatif l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, on n'aura pas le droit de perdre une seule heure, quelle que soit par ailleurs la raison. Donc ça qui pourrait nous permettre évidemment de considérer qu'on n'est pas dans une année normale, comme je le disais. Donc les enfants, ils ne vont pas connaître tout ce qu'ils devaient savoir, mais on serait accordé à partir d'un protocole pédagogique sur ce qu'il ne faille pas ignorer, qu'on va construire. Et maintenant, à partir de là, nous allons mettre à contribution les années prochaines pour essayer de combler le gap. Je pense que sous cet angle-là... C'est votre rôle à jouer pour accompagner justement le système éducatif. Nous, notre rôle, comme nous le disons, c'est d'abord dans la réflexion. Quand chaque fois qu'il y a un problème, nous essayons d'avoir une entrée par les solutions. C'est ça, en tout cas, que je dis à mon équipe. Je dis, j'aime pas du tout l'entrée par les problèmes. Au Sénégal, on est fort dans l'analyse des problèmes, diagnostic. Mais très souvent, on a encore des lacunes, des difficultés à inventer des solutions. Donc je dis à mon équipe, c'est l'entrée par les solutions qu'il faut favoriser à la place de l'entrée par les problèmes. Ça, c'est notre rôle. C'est pourquoi, durant tout le processus, on a construit beaucoup de documents de contribution, de réflexion, mais où on n'est jamais dogmatique. Donc on sort des formules, des hypothèses, des scénarios, avec les avantages et les inconvénients pour chacun d'entre eux. Ça, c'est un élément par rapport à notre rôle. Deuxième élément pour nous, c'est la mobilisation des communautés. Parce que nous avons dit au ministre, je crois qu'un des problèmes aussi durant la réponse au Covid, c'est que les communautés avaient beaucoup de questions légitimes et elles n'avaient pas toujours les réponses. Quel est le sort de notre enfant qui est en classe intermédiaire? Qu'est-ce qu'il devient? Donc il faudrait évidemment qu'on aille, j'avais inventé cette expression, vers la pêche aux questions, pour montrer évidemment que chaque question est importante et chaque question mérite une réponse. Donc, dans la mobilisation des communautés, dans la communication,
en tant que société civile, nous avons un rôle à jouer et nous pensons avoir joué ce rôle-là. Dans la veille, par rapport aux dispositions, au protocole sanitaire, nous avons des antennes dans les 14 régions qui ont intégré les comités de veille qui étaient supervisés par les gouverneurs. Et à ce niveau, nous leur avons dit de rester positif, évidemment, mais de rester suffisamment critique pour montrer à l'autorité les failles, les difficultés, les limites. Et donc, ce travail de remontée d'informations en termes de limites et de difficultés, nous avons essayé de jouer ce rôle-là. Donc, au total, comme nous le disons, c'est une chaîne des acteurs où chacun a un rôle spécifique, mais chacun doit pleinement jouer son rôle. Maintenant, il y a dans cette chaîne quelqu'un ou un acteur ou un maillon qui a la capacité ou les compétences à décider. C'est le ministre de l'Éducation. Alors, le ministre en question qui a annoncé comme palliatif une révision justement de 2 mois de l'année scolaire à venir. Est-ce qu'il peut combler justement le temps perdu des enseignements-apprentissages? Non, aucun schéma, à notre avis, ne peut combler le gap pédagogique perdu. Parce que nous sommes dans une année pas normale. C'est pourquoi je dis, aujourd'hui, ce qu'il faille faire, c'est, voilà ce que l'enfant devrait connaître. Si on l'identifie, il faudrait qu'on s'accorde maintenant sur quel est le minimum qu'il ne faille pas ignorer, quel est le seuil de compétences minimales. C'est ça qu'on appelle le protocole pédagogique. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on s'accorde sur ça. Qu'on se dise, bon, peut-être qu'il y a pour certaines disciplines, dans certaines, je sais pas quoi, à certains niveaux, on peut se passer de telle discipline dans une discipline donnée. On peut se passer de tel ou tel autre aspect. Donc on s'accorde sur le protocole pédagogique. Ça veut dire ce que l'enfant est censé maîtriser, le minimum qu'il est censé maîtriser. Et maintenant, on essaie d'accompagner l'enfant pédagogiquement pour combler justement et pour répondre à ce protocole pédagogique. En nous disant qu'il sera important justement de constater le gap pédagogique dont vous faites allusion et de pouvoir le combler à partir donc des contributions des années aussi à venir. Donc oui, vous avez raison, on ne saura jamais combler un gap avec 6 mois de ces enfants-là qui sont dans les classes intermédiaires, loin des écoles. Ce n'est pas possible, mais on peut s'accorder sur un protocole pédagogique avec un seuil minimal de compétences qui pourrait nous permettre évidemment de pouvoir avancer sur l'année en nous disant maintenant les autres années aussi devraient venir en solidarité à celle-ci. Très bien, merci monsieur. Merci beaucoup monsieur Chermbo. Je un milliard monsieur Mbo qui pouvait même servir au système éducatif qui est quand même en défaillance. Oui, un système éducatif qui est sous-financé, même si en termes de volume, nous avons plus de 26%. Donc ça, c'est un effort en termes de volume. Mais par rapport aux besoins, parce que le Covid nous aura appris qu'il y a des besoins qui sont là. Regardez l'environnement de nos apprentissages. Si nous avons des difficultés à fonctionner pendant l'hivernage, c'est parce que l'environnement n'est pas approprié. Vous avez des écoles pas clôturées, des classes avec des toitures qui suintent, vous avez des abris provisoires, vous avez des classes pléthoriques. Aujourd'hui, si on avait des classes qui répondaient aux normes, peut-être même qu'on serait capable de ramener tous les enfants. Donc il y a aujourd'hui la cantinisation qui est là à côté de nous, des écoles qui ont encore des difficultés à avoir de l'eau, à avoir des toilettes fonctionnelles. Donc Covid nous a rappelé qu'il y a des opportunités à saisir. Et ça, pour le faire, pour nous, il est systématiquement question qu'on puisse nous arrêter et accepter de faire un bilan. Vous savez, nous n'avons pas toujours la culture de l'évaluation et du bilan. Il faut qu'on fasse un bilan rapide, tirer les leçons, pour nous c'est essentiel, et voir justement comment engager la prochaine rentrée scolaire. Si nous engageons la prochaine rentrée sans avoir fait un bilan, pour nous cela poserait problème. Avoir aussi la culture de l'anticipation, Mohamed le disait. Lui, il entrevoit qu'il y aura des difficultés l'année prochaine. Mais puisque on entrevoit ça, on a la possibilité. Très bien. Merci beaucoup, Momar Diong, d'avoir été ici sur ce plateau de l'Essentiel. Merci également à Abdoulaye Mbo. Je le rappelle, il est le chef rédacteur de Tribune, le quotidien. Merci également à Monsieur Mbo, cher. Il est le directeur exécutif de COSIDEP. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'Essentiel.